Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un cas clinique sur la grippe. Avant de débuter cette présentation, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin d'être au courant des futurs cas cliniques qui seront postés. Tout d'abord par rapport à l'énoncé, il s'agit de Amandine, 12 ans, qui est amenée chez son médecin car elle est fiévreuse à 39 degrés, elle a mal partout et elle est très fatiguée. Elle présente également une toux sèche ainsi qu'une congestion nasale. Ses parents signalent que personne à la maison ne souffre des mêmes symptômes et signalent une épidémie de grippe à l'école. Tout d'abord, il y a plusieurs mots-clés à retenir. On apprend qu'il s'agit d'une petite fille de 12 ans. Parmi ces signes cliniques, on apprend qu'elle a de la fièvre à 39 degrés, elle a des arthralgies, de la fatigue, associée à de la toux sèche et une congestion nasale. On apprend également qu'il y a une épidémie de grippe à l'école, donc on peut déjà suspecter ce diagnostic, car les signes cliniques sont en faveur de la grippe. Par rapport aux questions, quels signes cliniques sont typiques de cette affection? Quelles complications peuvent en découler? Quelles sont les caractéristiques de l'agent pathogène suspecté? Quels examens permettraient la confirmation de ce diagnostic? Quelle prise en charge sera effectuée? Et enfin, la dernière question, comment est mise en œuvre la surveillance épidémiologique de cet agent pathogène? Par rapport à la correction, quels signes cliniques sont typiques de cette affection? On va tout d'abord rappeler la physiopathologie du syndrome grippal. Donc tout d'abord, il y a une phase de contamination qui se fera principalement par voie respiratoire, soit via la salive, les postillons ou la toux, suivie d'une phase d'incubation, elle est relativement courte, elle dure 1 à 3 jours. Ensuite, on aura le syndrome grippal en tant que tel, dans lequel on aura une multiplication du virus dans l'arbre respiratoire, associée à une nécrose de cet épithélium avec des cathars, c'est-à-dire des écoulements nasaux ainsi que de la toux. Il y aura également la libération de cytokines qui va provoquer la fièvre, qui sera d'apparition brutale, associée à des frissons, des céphalées, myalgies et des asthénies. Les symptômes en tant que tels vont durer une période de 5 jours, et la guérison sera spontanée. Il faut rappeler que la contagion se fera 1 jour avant et 6 jours après le syndrome grippal. Quelles complications peuvent en découler? Il y a tout d'abord les pneumopathies sévères, également appelées grippe maligne, qui sont potentiellement mortelles, d'évolution rapide, principalement chez le sujet jeune. Une complication à redouter, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Pour rappel, il s'agit d'une forme gravissime d'insuffisance respiratoire, caractérisée par une atteinte pulmonaire inflammatoire diffuse aiguë. C'est une urgence, car celui-ci nécessite une ventilation. La deuxième complication à surveiller, c'est les surinfections bactériennes, qui surviennent en général 15 jours après la grippe. Les germes les plus fréquemment retrouvés, ce sont les germes de la flore commensale. Il s'agit du Streptococcus pneumoniae, l'Haemophilus influenzae et le Staphylococcus aureus. La troisième question, quelles sont les caractéristiques de l'agent pathogène suspecté? On peut répondre en plusieurs sous-chapitres. Tout d'abord, concernant la classification, il s'agit d'un virus de la famille des orthomyxoviridae, du genre influenza virus, de l'espèce du virus influenzae. Il y en a 3 types, l'influenza virus A, B ou C, et classé en différents sous-types. Pour le virus A, il est classé en plusieurs sous-types selon le type d'hémagglutinine ou le type de neuraminidase. Donc les hémagglutinines varient de 1 à 15 et les neuraminases varient de 1 à 9. Concernant les hémagglutinines, par exemple, on se souvient du virus H1N1, c'est-à-dire que c'est un virus avec une hémagglutinine de type 1 et une neuraminidase de type 1. Concernant les neuraminases, il faut savoir que seuls les sous-types N1 et N2 sont pathogènes pour l'homme. Concernant la structure, il s'agit d'un virus de forme arrondie, parfois filamenteuse, d'une taille relativement petite, c'est-à-dire de 80 à 120 nanomètres, et la capside est hélicoïdale. Par rapport à l'image à droite, on observe des virions grippaux, quittant leurs cellules hôtes, grossis approximativement 100 000 fois. Ici, pour la structure en tant que telle, voici un schéma de l'influenza virus. Il y a tout d'abord les hémagglutinines, notées HA. Il s'agit de glycoprotéines. Également, on peut dire qu'il s'agit de spicules transmembranaires, de structures trimériques. Leur activité biologique, c'est l'hémagglutination, c'est-à-dire qu'ils vont provoquer l'agglutination des hématies. Il y a un rôle dans l'adhésion du virus à l'acide sialique. On va détailler ça par la suite. Il y a également un rôle immunogène, c'est-à-dire que l'organisme va produire les anticorps protecteurs. C'est donc utilisé pour la production du vaccin. Il y a également les neuraminases qui sont un deuxième type de glycoprotéines de structure tétramérique. Ici, cela va permettre la libération des virions. Et ces glycoprotéines sont également immunogènes, c'est-à-dire que les
hémagglutinines et les neuraminidase vont être utilisées pour la production des vaccins. Ensuite, on a la bicouche lipidique, également appelée péplos, qui est issue de la membrane cellulaire suite à l'endocytose. La protéine M1, donc il s'agit ici d'une couche de protéines située entre la capside et le péplos. La protéine M2 qui est un canal ionique. Ici, il y a l'ARN de polarité négative qui est segmenté. Il est segmenté en 8 segments pour les virus A et B et en 7 segments pour les virus C. Chaque segment va coder pour une protéine virale. Cet ARN sera associé aux nucléoprotéines ainsi qu'aux protéines PV1, PV2 et aux polymérases. La transmission, comme dit plus tôt, se fera par microgouttelette, excrétée, soit par transmission par contact indirect, également par transmission zoonotique, c'est-à-dire transmission des animaux entre eux, et il faut savoir que le confinement favorise la contamination. Par rapport à la multiplication, et si on voit un schéma résumé, il y a tout d'abord un attachement du virus à l'acide salique présent à la surface des cellules ciliées de l'arbre respiratoire grâce à l'hémagglutinine. Il y aura ensuite une pénétration par endocytose. Il y aura la formation d'un endosome, suivi de la décapsidation par acidification de la vésicule grâce à une pompe à protons d'origine virale. On l'a précédemment cité, il s'agit de la protéine M2. Il y aura ensuite libération des ribonucléoprotéines dans le cytoplasme. La réplication, elle a lieu dans le noyau cellulaire où le génome viral sera transféré. Donc dans la première phase, on aura les ARN viral de polarité négative qui sera transcrit par l'ARN polymérase virale en ARN MV, c'est-à-dire en ARN messager. Les ARN M seront traduits par les ribosomes en protéines virales, c'est-à-dire les enzymes, les polymérases. On a également donc la deuxième phase, c'est-à-dire que cet ARN viral de polarité négative sera répliqué en ARN viral de polarité positive qui servira de matrice pour la synthèse de nombreux ARN viraux qui seront les génomes des virus fils. Ensuite, on aura l'hémagglutinine et la neuraminidase qui vont s'insérer dans la membrane de la cellule infectée qui va bourgeonner en incorporant les ribonucléoprotéines associées à l'ARN polymérase. Il y aura ensuite la libération de ces nouveaux virions par clivage de l'hémagglutinine aux acides saliques par la neuraminidase, et ensuite libération de ces virions. Par rapport aux variations antigéniques, il faut savoir qu'après une épidémie de grippe, la population dispose d'anticorps anti-H et anti-N, ils sont donc protégés. Cependant, il y a parfois l'apparition de mutants, c'est-à-dire que ce seront des mutants avec des spicules H ou N différents, et cette modification va permettre de surmonter la barrière immunitaire. Il y a deux types de variations antigéniques. Tout d'abord, il y a les sauts antigéniques qui sont principalement retrouvés dans les virus A. Ici, il y a deux mécanismes, soit par réassortiment génétique, dans lequel on aura un échange complet des segments 4 ou 5, entre un virus humain et entre un virus animal, soit par passage direct d'un virus A, de l'animal vers l'homme. C'était par exemple le cas de la grippe aviaire. Il y a les modifications antigéniques ici sont majeures. Au niveau de la taxonomie, on aura des nouveaux variants. Au niveau de l'immunité, il n'y a pas ou peu d'immunité croisée entre deux sous-types A. Et au niveau des épidémies, donc cela est responsable souvent d'épidémies au niveau mondial, également appelées pandémies. Il y a en général une pandémie tous les 15 ans. Par rapport au glissement antigénique, ici il s'agit de modifications mineures. Il y a plusieurs mécanismes tels que les mutations ponctuelles ou les modifications d'un site de l'antigène. Ici, il y aura l'apparition de nouveaux sous-types. Ici, l'avantage, c'est qu'il y a une immunité croisée entre deux variants consécutifs. Donc, c'est-à-dire que si l'on est infecté par une première espèce de la grippe, on sera immunisé même s'il y a une modification mineure au niveau du génome. Ici, cela est responsable d'épidémies annuelles. Quels examens permettraient la confirmation du diagnostic? Donc, avant de débuter cet chapitre, il faut savoir qu'il s'agit d'un examen non systématique lors d'épidémies. Il sera réalisé lors de contextes particuliers, par exemple chez les patients immunodéprimés, ou les formes nécessitant une hospitalisation, ou bien dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Pour ce faire, il y aura tout d'abord le prélèvement, dans lequel on va utiliser des écouvillons du nez, ou bien par aspiration nasopharyngée, dans lequel on recherchera les antigènes viraux, soit par test immunochromatographique, qui sont relativement rapides mais peu sensibles, ou bien par immunofluorescence directe ou par ELISA, qui sont légèrement plus sensibles,
dans lequel on a un typage des souches par utilisation d'anticorps monoclonaux spécifiques. Il y aura également la recherche du génome viral directement par RT-PCR, dans laquelle on va rechercher l'ARN du virus, soit en temps réel ou directement en multiplex. Il y a également les examens indirects, dans lesquels on va faire appel à la sérologie. Ici, c'est un but épidémiologique. Les techniques, on va alors fixer, il y aura une fixation du complément, une inhibition de l'hémagglutination. Le diagnostic sera positif s'il y a une augmentation du taux d'anticorps entre 2 sérums prélevés à 15 jours d'intervalle. Quelle prise en charge sera effectuée? Il y a tout d'abord le traitement curatif. Ici, on va utiliser des inhibiteurs de la neuraminidase, c'est-à-dire l'oseltamivir ainsi que le zanamivir. L'oseltamivir compris dans le Tamiflu ou bien le zanamivir dans le Relenza. Ici, on va conseiller de prendre ça 5 fois par jour dans les 48 heures, suivant le syndrome grippal. Concernant le mécanisme, ils empêchent la décapsulation en bloquant la protéine M2. Ici, il y a une efficacité, elle permet de raccourcir la durée d'évolution de la grippe de 2 à 3 jours. Il y a également le traitement symptomatique dans lequel on va conseiller des antalgiques, des antipyrétiques tels que le paracétamol, des antitussifs ainsi que le repos et l'arrêt de travail. Par rapport à la prévention, il y a le vaccin ainsi que le port du masque. Donc, concernant le vaccin, il s'agit d'un vaccin antigrippal trivalent inactivé, composé de 3 souches. Souvent, il comprend 2 souches A et une souche B circulante, définies par l'OMS. Les recommandations, c'est qu'il faut faire ce vaccin chaque année, entre octobre et novembre, chez les personnes fragiles, c'est-à-dire les patients immunodéprimés, les femmes enceintes, les personnes de plus de 65 ans, ou bien les personnels de santé. Également, les mesures préventives, c'est-à-dire le port du masque, ainsi que le lavage des mains. Comment est mise en œuvre la surveillance épidémiologique de cet agent pathogène? Au niveau mondial, il y a 4 centres mondiaux de référence. Il y a également 110 centres nationaux de référence dans plus de 80 pays qui vont envoyer les isolaviraux au niveau de ces centres mondiaux de référence. En France, il y a le GROG, également appelé Groupe régionaux d'observation de la grippe. Il y a plusieurs rôles. Tout d'abord, il y aura la détection et la déclaration des débuts d'épidémie. Il y aura ensuite la réception de ces prélèvements issus des différents hôpitaux et des différents laboratoires. Il y aura alors la recherche du virus par PCR, suivie de la mise en culture, une identification des souches actives avec dérive antigénique, c'est-à-dire avec modification du génome. Ensuite, une comparaison aux différentes souches de référence qui seront envoyées à l'OMS. Tout cela va nous permettre la production de nouveaux vaccins si jamais il y a la présence d'une dérive antigénique significative. Donc, pour rappel, dans les vaccins, il y aura alors les 2 nouvelles souches du virus de type A et une nouvelle souche du virus de type B. Concernant mes références, j'ai utilisé les cas cliniques en infectiologie, des éditions Prépa Pharma, le livre de bactériologie, virologie des éditions Prépa Pharma, le livre de bactériologie médicale, les techniques usuelles, ainsi que le MICbook, la 4e édition. Je vous remercie pour votre attention, merci de vous abonner si vous voulez plus de contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci beaucoup.